Et on va démarrer avec toi, Gilles, si tu veux bien, parce que tu vas nous livrer un panorama hyper documenté, concret, de terrain, parce que ça fait une bonne dizaine d'années. Tu fais partie aussi du programme de sciences participatives, d'ailleurs, j'ai vu ça. Donc tu as l'habitude d'être sur le terrain, de regarder ce qui se passe, et tu nous proposes une forme de tour de France. Il se trouve que tu pilotes aussi depuis 10 ans le programme Capitale française de la biodiversité. Et donc, merci de nous donner comme ça, un peu en rafale, une série d'exemples sur la façon dont les communes, les intercos, peu importe l'échelon territorial, gèrent différemment ces questions de biodiversité. Et à travers ton témoignage, on va s'apercevoir qu'il y a aussi une espèce de dynamique d'acceptation culturelle. Donc merci beaucoup. Non, tu peux rester là si on te donne un micro. Et je te donne la petite zapette. Alors, attends, je vais essayer de mettre ça. Bonjour. Merci beaucoup. À toutes et à tous. Alors, oui, j'essaie de voir ce que je vous montre. Donc, effectivement... Tu as le retour, pardon, excuse-moi Gilles, tu as le retour là. Merci beaucoup. Face au défi du changement climatique, la nature est une source de solutions pour les villes, pour faire face à l'augmentation des phénomènes météorologiques intenses, aux inondations, à l'effet d'îlot de chaleur urbain, mais aussi pour atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, Alain m'a présenté, donc je vais illustrer ce propos avec des exemples concrets qui ont été récoltés au cours des 10 dernières années dans le cadre du concours Capitale française de la biodiversité, dont le thème 2019 est justement climat, la nature, source de solutions. Alors la première des choses, c'est que pour gérer des eaux d'orage, des eaux pluviales, on peut évidemment faire, c'est la tradition même, dans nos villes, des bassins enterrés en béton, des trous avec une bâche plastique entourée d'une barrière. Et puis on peut aussi faire des prairies comme celle-ci à Rennes. Ici c'est à la Courrouze où on utilise la déclivité normale et naturelle existante du terrain dans l'aménagement pour en faire une zone qui n'est pas une zone humide, qui va être en eau peut-être 2 fois dans l'année et qui tout le reste du temps a d'autres utilités, notamment pour moi, d'être un joli endroit pour observer les pollinisateurs sauvages grâce à un programme de sciences participatives, tu m'as entendu la perche, je le dis, du muséum, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Alors à Rouen, autour de la métropole, on développe les mares. Et une mare fait beaucoup moins de bruit, contrairement à ce que vous pouvez parfois lire dans la presse, qu'une voirie automobile. Et donc, à Rouen, la métropole aide à la création de 15 à 20 nouvelles mares publiques et privées chaque année, depuis déjà presque 10 ans, et le fait en réseau. Et ce sont des outils extrêmement puissants pour la régulation des eaux pluviales. Je vous ai mis ici, vous aurez la présentation sur le site de Biomime Expo, et toutes mes slides ont des petits liens pour que vous alliez en savoir plus sur le détail de ce que font ces collectivités françaises. Alors, il faut évidemment rétablir des zones d'expansion des crues quand il y a des orages, mais aussi quand les rivières se gonflent. Il faut pouvoir retrouver de quoi gérer le cycle de l'eau. Et je vous ai mis un des exemples pour rappeler qu'il faut d'abord protéger nos zones humides. Bien évidemment, restaurer, recréer des écosystèmes, c'est important, mais protéger ceux qui existent, c'est absolument fondamental. Vous avez ici le formidable marais de Condette, et ce sont des espaces qui sont des espaces très utiles pour nous, mais qui sont aussi des espaces extrêmement beaux, et ça compte aussi, allez vous promener dans le marais de Condette. Restaurer des zones d'expansion des crues, c'est aussi donner à nos rivières un tout petit peu de place pour qu'elles puissent s'étaler, qu'elles puissent retrouver un peu de place. Et ici, même en cœur de ville, on voit qu'à Rennes, on est en train de recréer un peu de liberté à la Vilaine, dans les prairies Saint-Martin. Les rivières urbaines, on les a très largement busées, enterrées, du coup oubliées. Il y a un mouvement général, mais qui a été initié, y compris par des pionniers, ici Saint-Étienne Métropole, qui depuis près de 20 ans travaille à réouvrir ces rivières urbaines qui ont été enterrées, notamment dans le cadre de travail sur les friches industrielles. Et ici, au Chambon-Feugerolles, eh bien, après 3 crues à 1-2 ans d'intervalle au début des années 2000, eh bien, ils ont réouvert cette rivière sur 500 mètres pour lui retrouver
retrouver un fonctionnement naturel, une capacité à s'étendre, et avec 500 mètres linéaires de rivières réouvertes, on protège 120 hectares de zones qui étaient inondables jusqu'à présent. Donc vous voyez qu'on a des bénéfices immédiats, tout en recréant un écosystème fonctionnel. Les bénéfices paysagers, je pense, sont évidents, et du point de vue du vivant, des libellules, de la faune, de la flore, on a un gain immédiat, et les choses évoluent très 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 vite. Alors, la végétation, elle permet aussi de participer à réduire un autre grave problème lié au changement climatique, mais qui est déjà un problème aujourd'hui, mais qui va s'aggraver dans l'avenir, c'est l'effet d'îlot de chaleur urbain. Nos villes captent l'énergie la journée, l'emprisonnent dans nos rues en canyon et les stockent dans nos matériaux pour la ressortir sous forme de chaleur, cette énergie, pendant la nuit. Et cela pose des problèmes de santé publique très très forts, notamment lors des épisodes de canicule. Alors la végétation, elle peut apporter de la fraîcheur en ville, et la métropole de Lyon va jusqu'à en faire un élément clé de son plan climat, qui bien sûr travaille à réduire les consommations énergétiques, à utiliser des énergies renouvelables, mais qui aussi prévoit d'augmenter très largement la part de la surface d'espace public couverte par l'ombre des arbres. C'est ce qu'ils appellent le plan canopé, et ils ont prévu de passer la proportion de l'espace public couverte par l'ombre des arbres de 12,5 à 22% à échéance 2030. Donc en 15 ans, il s'agit de vraiment développer la place de l'arbre en ville, simplement parce qu'il apporte de l'ombre. Il a d'autres bénéfices, là encore, mais pour l'ombre. Et en plus, ils accompagnent ça d'une stratégie de diversification des essences qui sont plantées. Parce que on a une incertitude du fait de l'élévation des températures, du fait des changements climatiques, de comment les arbres que nous plantons aujourd'hui vont survivre, vont se développer dans l'avenir. Et donc là, la stratégie, c'est effectivement la diversité. C'est de faire le pari, non pas des arbres d'alignement monospécifiques, mais d'avoir une beaucoup plus large palette de végétaux, d'avoir une beaucoup plus large palette au sein d'une espèce de diversité génétique. Donc là aussi, il travaille avec les pépiniéristes pour éviter de reproduire au sein d'une même espèce d'arbre des clones, mais de plutôt chercher de la diversité même chez les individus. Et puis, désimperméabiliser, Pénélope Comitès nous l'a dit en introduction de cet après-midi, c'est un mouvement encore naissant, mais qui s'appuie néanmoins sur des pionniers. Strasbourg fait partie de ces pionniers, avec, partout où c'est possible, une désimperméabilisation, et qui s'appuie sur les citadins. Là encore, dans un contexte pour les collectivités de baisse des ressources, eh bien, ouvrir les trottoirs et ensuite avoir une gestion des plantations ou de l'observation de la nature avec les citadins, avec les usagers, eh bien, c'est autant de charges en moins pour les gestionnaires publics de l'espace public. Et donc Strasbourg, vraiment un exemple assez exceptionnel. Et puis, pour faire le lien avec les travaux de recherche qui nous ont été montrés au tout début de cette table ronde, eh bien, à Lille, dès le début des années 90, Chantier Nature a lancé l'opération Verdissons nos murs, donc une initiative citoyenne, une association, et l'idée était d'ouvrir les trottoirs pour simplement planter des plantes grimpantes, des plantes adaptées qui ont coévolué avec les falaises et qui sont adaptées à nos bâtiments. Eh bien, la ville a repris cette animation à partir de 2003, et vous voyez que maintenant, près de 15 ans après, on est sur un rythme exceptionnel. En 2017, la ville a ouvert 170 fosses de trottoirs simplement pour des acteurs privés, simplement pour des habitants ou des commerces. Et en plus de ça, elle plante des plantes grimpantes sur l'ensemble de ces bâtiments publics. On a là un mouvement de création, peut-être pas d'une enveloppe des bâtiments, mais en tout cas d'une végétation verticale, frugale, à très faible coût, et qui transforme fondamentalement aussi le paysage urbain de ces centres-villes denses, hyper minérales. Alors, et Paris rejoint le mouvement, je l'ai appris en ce début de semaine avec grand plaisir, étant moi-même citoyen parisien. Alors, on dit aussi que les sols urbains, la végétation urbaine peut stocker le carbone, et qu'elle pourrait donc aussi être un élément d'atténuation. Néanmoins,
je suis obligé de vous dire que c'est quand même un rôle très très faible et que ce qui compte pour notre ville, c'est l'empreinte écologique de nos bâtiments et de nos infrastructures. Et pour cela, il y a là aussi des exemples. Donc ici, Rosny-sous-Bois, alors je vous ai mis, je reviens pas sur qui est lauréat, mais vous voyez qu'ils étaient lauréats en 2017, notamment pour ce travail de création d'un groupe scolaire et notamment d'une école maternelle en matériaux biosourcés et locaux et en allant jusque même le détail de créer de la ventilation naturelle pour éviter d'utiliser des composants électroniques et de la ventilation. Donc voilà un exemple qui comprend aussi de l'accueil du vivant sur le bâtiment, mais évidemment il y en a bien d'autres. Je ne citerai que l'école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt qui a été réalisée par Sophie de Ramon et voilà, je vous cherchais du regard, et Pascal Dalix, et qui est vraiment un exemple assez extraordinaire. Vous y reviendrez, je n'en doute pas. Face au changement climatique, il faut aussi que nous changions nos pratiques, et nos pratiques en matière d'empreinte écologique sur notre alimentation. Et voici ce que font certaines villes. Vous connaissez tous forcément Mouansartou, petite ville de 6000 habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mouansartou, c'est notre meilleure petite ville pour la biodiversité 2014, notamment parce qu'elle fait une régie agricole municipale et qu'elle fournit des repas pour ses cantines scolaires. Et avec le recul, maintenant près de 10 ans d'action, elle démontre qu'on peut le faire, qu'on peut faire de la restauration collective bio locale, y compris sans augmenter le coût des repas et du service public. Donc c'est possible et ça n'est pas un problème d'argent, il suffit de le vouloir. Excuse-moi Gilles, oui. C'est à Mouansartou où le maire a acheté une parcelle pour en faire une ferme bio, c'est pas ça ou... Alors c'est ça, c'est une régie agricole municipale, d'autres maires l'ont fait en France, mais c'est bien ça, c'est un terrain municipal sur lequel il y a un exploitant agricole qui est un salarié, un fonctionnaire, qui est exploitant agricole et qui cultive des légumes et des petits fruits. Il y a aussi une conserverie... Et qui sont consommés à l'école. Oui, qui sont immédiatement traités, qui peuvent être soit conservés, soit surgelés, puisque la période où on fabrique le plus de légumes, eh bien c'est la période où on fait le moins de repas en restauration collective, c'est-à-dire en juillet-août. Et donc c'est un ensemble en régie qui permet de fournir les repas pour les élèves, mais aussi pour les personnes âgées, les repas à domicile, etc. Autre élément, les villes ont un rôle bien évidemment sur leur territoire, mais elles ont un rôle, une responsabilité et une capacité d'action au-delà de leur territoire, notamment par les ressources dont elles ont besoin. Et je citerai ici la ville de Paris qui nous accueille et qui a été meilleure grande ville pour la biodiversité en 2013 autour du thème de l'eau, notamment grâce à son travail exemplaire de sa régie publique, Haute-Paris, qui protège des milieux naturels, qui accompagne des agriculteurs pour se passer de pesticides jusqu'à plus de 100 km du centre de la capitale. Et ce travail exceptionnel permet de protéger une ressource que la nature nous fournit pure, plutôt que d'aller dépolluer une eau que nous prendrions soit dans nos nappes phréatiques polluées aux résidus de pesticides ou d'engrais chimiques, soit dans nos rivières, et d'avoir beaucoup d'énergie et de travail et de coûts pour la rendre potable. Donc là encore, il ne s'agit pas de créer forcément un produit biomimétique, mais bien de restaurer et de protéger des fonctions que la nature réalise pour nous fournir des services indispensables pour la vie. Alors, tout cela, vous en retrouverez beaucoup d'autres exemples qu'on est en train de collecter cette année et que vous retrouvez dans un recueil d'actions en fin d'année. Et puis on aura le plaisir le 22 octobre prochain d'accueillir des lauréats, puisque notre édition 2019, on aura les lauréats début octobre. Donc vous pourrez rencontrer des lauréats de collectivités françaises qui inventent, font chaque jour des solutions pour adapter et atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre ou s'adapter aux effets du changement climatique. Merci beaucoup Gilles Lecuir pour ce témoignage. Oui, merci. Je laisse Estelle poser une question, j'en ai juste une, mais surtout si vous êtes élu ou citoyen et que vous avez envie de faire bouger les choses, profitez aussi du témoignage et de l'expérience de Gilles qui peut vous aider à trouver les bonnes ficelles pour faire bouger et notamment les mentalités. C'était ça ma question. Comment depuis 10 ans les choses ont-elles évolué en matière d'acceptation sociale, culturelle? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais les moustiques, ça pique. Dans tous ces feuillages, il y a des araignées.
Donc, comment les choses évoluent, comment tu ressens les choses de ce point de vue-là sur le terrain? Merci beaucoup. Elles évoluent dans les collectivités exactement comme dans le reste de la société, c'est-à-dire qu'elles évoluent vers une beaucoup plus grande prise en compte des questions de nature. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate de manière absolue. Il nous faut néanmoins continuer à informer sur la réalité de cette nature. Par exemple, il n'y a aucun des milieux humides que j'ai évoqués aujourd'hui ne produit plus de moustiques. Les moustiques, ils se reproduisent sur nos toitures plates non végétalisées où il y a une lame d'eau d'un demi-centimètre. Et donc, il y a beaucoup de choses à déconstruire et ça passe notamment par l'observation de la nature avec les scientifiques, avec les spécialistes de l'éducation à la nature. Et là, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Nous avons besoin d'associations de protection de la nature. Nous avons besoin de naturalistes qui puissent aller dans les écoles, qui puissent accueillir sur le terrain des gens qui ont envie de découvrir la nature. Et ça a un coût. C'est un coût très très faible, mais c'est un coût qu'il faut continuer à soutenir. Et il faut dégager un tout petit peu d'argent de fonctionnement pour cette fonction d'éducation à la nature. Oui, merci. J'avais une question par rapport aussi, on voit bien, donc du coup, c'est des approches qui sont assez inclusives, finalement, intégration de la biodiversité et biomimétisme, que l'un fonctionne avec l'autre. Et je me demandais par rapport aussi au type d'écosystèmes qui sont choisis quand on choisit de restaurer, on en parlera notamment avec Marion Valère après, vers quel type d'écosystèmes sont choisis, justement, parce que des fois, on n'a plus forcément d'écosystèmes présents, entre guillemets, primaires, même si on sait que c'est pas le cas. Comment, au vu des changements climatiques et des événements de plus en plus importants, comment on s'adapte à ça justement dans ces... En milieu urbain, on est vraiment sur des mesures sans regret. C'est-à-dire qu'on part déjà de quelque chose qui est tellement peu fonctionnel du point de vue du vivant qu'on cherche pas à recréer le marais de Condette que je vous ai montré. On cherche déjà simplement à avoir un tout petit peu de sol perméable, d'avoir un tout petit peu de restauration du cycle de l'eau. On est sur une biodiversité tout à fait ordinaire. On est aussi sur une part de biodiversité horticole et ça va très bien. Il ne s'agit pas de dire que on peut pas planter des fleurs ou évidemment on peut cultiver des légumes, mais tout ce qui va donner une place aussi à un peu de vivant spontané, un peu de flore, un peu d'insectes pollinisateurs spontanés est un plus que l'on prend. Donc on est vraiment sur des choses faciles à faire. Ensuite, il y a des collectivités qui aujourd'hui se lancent dans de la renaturation de zones humides, dans de la création de frayères à brochets, dans des choses beaucoup plus pointues. Mais le premier pas, c'est déjà la nature ordinaire, retrouver un sol perméable et une capacité d'expression du vivant. Bien. Merci beaucoup Gilles Lecuir, merci encore.